Claude Saucier est né le 2 février 1951. C'est un vrai Lavallois de la rue Saint-Hubert à Pontvillot, quartier de l'actuelle clinique médicale Concorde. Avec sa mère, secrétaire, son père, représentant de commerce, et sa sœur Suzanne, de 4 ans son aînée, ils forment une famille typique de la classe moyenne. Il a 4 ans lorsque la famille s'installe dans un nouveau secteur en développement du quartier Ahuntsic à Montréal, la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix. À 11 ans, au début de son cours classique, Claude est envoyé comme pensionnaire au Juvénat Saint-Viateur à Montréal-Nord. Il y a vécu des années inoubliables. Il a adoré la camaraderie qui régnait, même avec les clercs qui participaient aux activités. Il y apprend le sens des responsabilités puisque les élèves sont mis à contribution pour l'entretien et le fonctionnement du collège et que les plus vieux deviennent superviseurs des plus jeunes. Claude s'épanouit dans cet environnement où la discipline qui règne ne pose aucun problème pour lui. Mais il sait aussi s'amuser et jouer des tours. Il se dépêche de s'acquitter de ses tâches quotidiennes pour enfin pouvoir se plonger dans la lecture ou dans le sport. L'histoire des civilisations anciennes et les aventures de Bob Moran meublent ses temps libres, ainsi que les sports d'équipe. Après le Juvénat, en 1967, Claude trouve un travail d'été chez Dupuis Frères à l'entretien ménager. C'est là qu'il fait la connaissance d'une autre étudiante, Francine Bilodeau, qui y travaille comme vendeuse. Les étés suivants, il travaillera successivement chez Pepsi et Molson comme manutentionnaire. À l'automne 1967, il entre au collège Saint-Ignace sur Henri Bourassa, qui est maintenant le collège Mont-Saint-Louis. À son arrivée, on annonce l'abolition du cours classique. C'est le début de la réforme parent de l'éducation. Adieu belles lettres, rhétorique, philo 1 et 2. Les collèges classiques font maintenant place aux polyvalentes et au cégep. En 1968, les étudiants du collège Saint-Ignace sont transférés au collège Ahuntsic. Claude y croise à nouveau Francine, mais la romance n'est pas encore au rendez-vous. En 1969, après l'obtention de son diplôme en sciences de la santé au cégep, Claude se dirige en médecine. Ayant été malade plus souvent qu'à son tour dans son enfance, il a eu l'occasion de consulter différents médecins. L'un d'eux, le docteur Léo Boyer, l'a vraiment impressionné. Il se déplaçait et s'occupait de Claude avec dévouement et compétence. Ce médecin exceptionnel a inspiré à Claude la carrière de médecin de famille. Sa mère lui conseillait plutôt une carrière moins exigeante, mais Claude n'a pas eu peur des horaires et de l'investissement que la médecine commandait, et il dit n'en avoir jamais souffert. À l'Université de Montréal, au programme de médecine, on expérimente un nouveau cursus. Là encore, c'est un peu le chaos, mais tout se passe bien pour Claude. Pendant ses études, il a la chance de demeurer pendant 3 ans et demi, logé et nourri à l'hôpital Pasteur pour les maladies contagieuses infantiles, situé sur Sherbrooke. Cet hôpital engageait des étudiants au laboratoire et pour les transports en ambulance. Varicelle, scarlatine, rougeole, poliomyélite, on y soignait ces maladies presque toutes disparues aujourd'hui grâce au vaccin. L'hôpital Pasteur a exposé Claude à la pédiatrie en plus de lui permettre de payer ses études. Claude revoit Francine Bilodeau en 1971 quand il l'accompagne à un mariage. Francine travaille à l'hôpital Saint-Luc en nursing. Ils commencent à se fréquenter. En 1972, Francine part travailler à Lausanne, en Suisse, pendant 1 an avec une amie. C'est un projet qu'elle prépare depuis longtemps. Cette année-là, les amoureux s'écriront presque tous les jours et s'enverront des cassettes. Claude ira voir Francine en Suisse à Noël et en mai pendant 1 mois. Claude, Francine et son ami voyageront en Suisse et aux Pays-Bas. Le couple se marie le 8 février 1975 après l'internat de Claude. La cérémonie a lieu à l'église des Saints-Martyrs canadiens à Ahuntsic, où Francine a grandi, et la réception au restaurant Le Caveau au centre-ville. Le couple élit domicile sur la rue Papineau, mais pas pour longtemps, puisque les nouveaux mariés ont le goût de l'aventure. En 1975, c'est le temps fort de la baie James. C'est là qu'est l'action. Le jeune couple dépose alors ses pénates à Matagami pour vivre une aventure en région éloignée. Claude veut vivre l'expérience du médecin de campagne. Matagami, c'est une petite localité, une petite ville située à 200 km au nord d'Amos. C'est une petite ville constituée d'environ 5000 habitants, dont 1000 autochtones. Et je me joins à lui donc en 1976 pour travailler à l'intérieur d'un petit hôpital qui s'appelle l'hôpital Île-Dieu de Matagami. Cet hôpital-là était constitué d'environ 16 lits de soins généraux. On avait une salle d'accouchement,
On avait une salle d'urgence, évidemment, une pouponnière, un département de pédiatrie. On faisait de la consultation en médecine générale à l'intérieur de cet hôpital. Et j'avais avec lui une très belle complicité pour accomplir ce travail-là. Lorsqu'on avait des cas graves ou sévères, nous devions transférer ces cas-là parce qu'on n'avait pas accès à des chirurgiens ou à des anesthésistes. On couvrait... Matagami est un peu la porte d'entrée de la baie James, donc on était très éloigné de tout service médicaux. Et donc, on transférait nos patients soit par ambulance à 200 km au sud à Amos, ou par avion à Québec ou à Montréal. Alors, très tôt, en le côtoyant, j'ai compris comment Claude était aimé de ses patients. Il était à l'écoute, il était dévoué, déterminé, persévérant. Tout ça en faisant preuve de rigueur et de discipline. Aussi, très tôt, il a su démontrer sa fibre entrepreneuriale, son leadership, sa fibre syndicale également, que ce soit en négociant avec le conseil d'administration de l'hôpital ou encore avec les directeurs des différentes compagnies minières, parce qu'on avait négocié à l'époque des avantages marginaux, parce que inutile de vous dire qu'à cette époque-là, on n'avait pas de prime d'éloignement. Une anecdote en passant, le directeur général de l'hôpital nous appelle dans son bureau, Claude et moi. Alors on arrive là, il nous apprend que le lendemain, il y aurait un sous-ministre qui viendrait se présenter à l'hôpital dans le but directement de Québec, dans le but de transformer l'hôpital en méga CLSC. Alors Claude et moi, on s'est retournés, on s'est regardés et on savait chacun, l'un et l'autre, quelle était notre réponse par rapport à ça. Alors inutile de vous dire que le sous-ministre est retourné les mains vides à Québec pour aller dire au ministre de l'époque non, ça ne fonctionnerait pas, qu'on n'était absolument pas d'accord pour la transformation de l'hôpital en méga CLSC. Claude et Francine arrivent à Matagami le 30 juin 1975. À son premier jour à l'hôpital Île-Dieu, le médecin en place montre à Claude comment facturer. Il lui annonce aussi qu'il part le lendemain pour se marier et faire son voyage de noces. À 24 ans, Claude est le seul médecin à Matagami pendant ses 6 premières semaines de pratique. Quand il y a des urgences médicales, c'est la police qui vient le chercher. Ses premiers cas, un hameçon dans un doigt, une blessure avec une scie à chaîne, sont du jamais vu pour un citadin comme lui, tout comme les cas d'amiantose, de surdité industrielle et de traumatologie. L'action ne manque pas. Environ 75 accouchements par année, système D avec la lecture des films, puisque les résultats n'arrivaient qu'une semaine plus tard, liste de donneurs volontaires sur appel pour les transfusions sanguines, sans compter la garde des bébés que les Autochtones confient à l'hôpital à la saison de la chasse. Il est DSP et membre actif du CMDP du Centre hospitalier de Matagami, avec les privilèges dans toutes les disciplines, obstétrique, petite chirurgie, etc. On le voit ici à l'inauguration de la clinique externe de l'Île-Dieu. Francine assiste Claude pendant les accouchements et travaille 2 jours par semaine à Amos, au département de psychiatrie. En 1976, le renfort tant attendu arrive. Le docteur Rénal Gay vient prêter main forte à Claude. Dans les années qui suivirent, ils noueront des liens d'amitié solides. Claude s'est aussi impliqué socialement au sein de la communauté de la ville de Matagami. Que ce soit au niveau de la Croix-Rouge, par exemple, avec son amoureuse Francine. Ils se sont impliqués beaucoup également dans les activités communautaires de la paroisse. Claude s'est impliqué également au niveau du Club Richelieu. Le Club Richelieu est un club social qui travaillait dans le but de ramasser des fonds pour la jeunesse. Les 2 médecins sont très investis dans leur communauté, mais ils savent aussi s'amuser. Avec le Club Richelieu, les médecins de Matagami participent à la revue de l'année qui fait salle comble. Plus de 500 personnes, dont certaines font plus de 2 heures de route, viennent voir les notables du village jouer la comédie comme au Théâtre des Variétés. Les spectateurs qui connaissent Claude ou qui sont ses patients n'en reviennent pas de son côté bouffon.
J'ai toujours eu une image de mon père, un homme posé, très tranquille. Il se fâchait pas fort, il levait le ton une fois, il nous regardait avec ses yeux, puis quand mon père levait le ton, oh là là, ça allait pas bien. Il était pas là beaucoup, mais quand c'était là puis qu'il sortait sa fermeté, on le savait. Mais il était quand même capable de lâcher son fou. Oui. Mais ça c'était quelque chose quand même que je trouvais, on le voyait au quotidien, tu sais, oui, je jouais un peu avec nous autres, mais c'était plus dans les parties de famille que dans les parties, puis on voyait des photos, puis il avait fait toutes sortes de folies, puis mon Dieu, mon père organisait en clown, puis ça, c'était quelque chose que, avec tante Ginette aussi, notre tante, une tante qui a été longtemps vieille fille, qu'il taquinait, puis il aimait bien la faire rire, puis ça, c'était toujours une facette de mon père que j'étais toujours un peu surprise de voir ça, parce que c'était pas la majorité du temps qu'on le voyait comme ça. Oui, mais je pense qu'il était comme ça avec des collègues aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il nous a raconté souvent comment il jouait des tours aux infirmières, parce que peut-être que Dr. Gay va vous en parler, mais il avait tendance à se ressembler beaucoup. Puis là, il donnait l'impression aux infirmières, non, moi, c'est pas Dr. Saucier, c'est Dr. Gay. Puis pour mêler tout le monde, là, fait qu'il est capable d'être un petit peu tannant. Oui, c'est ça, mais ça paraît pas. À Matagami, les Sauciers profitent aussi des attraits de la région sauvage pour pêcher et pratiquer les sports d'hiver comme la randonnée et les promenades en raquettes. Ils partagent leur passion pour la découverte des vins en invitant des amis à des dégustations qu'ils organisent à la maison. Minutieux, Claude prend soin de donner à ses invités toutes les informations pertinentes sur les vins et les cépages qu'il leur propose. L'aventure en Jamésie se terminera en 1978 pour Claude et Francine, peu après la naissance de Marie-Claude. En 1978, le couple Saucier s'installe à Laval, où un tout nouvel hôpital, la Cité de la Santé, ouvre ses portes. La clinique médicale Concorde attire également Claude à Laval, où il sera le 10e médecin à y établir son cabinet. Il y fait de la prise en charge, mais aussi de l'obstétrique, de la pédiatrie et des consultations sans rendez-vous. Ici à Concorde, on est 33 médecins maintenant, là, 33 omnipraticiens. C'est la grosse clinique, là. Et automatiquement, il fait partie des 33, même s'il était président de la MOL, même si il était un peu à droite et à gauche de temps en temps, parce qu'il aime beaucoup l'administration, là. Et donc, en partant, il s'intègre avec le groupe, il est capable de dire les choses avec le groupe et de recevoir l'assentiment. Il n'a jamais été contesté tellement. À la MOL non plus. Quand il arrivait avec des éléments de la MOL, la MOL, ça recoupe tout Laval. Donc, automatiquement, c'est pas Concorde, la MOL, même si Concorde est important à Laval. Automatiquement, il savait s'intégrer, permettre aux gens de s'exprimer et aux autres cliniques de le faire aussi. Ici, on travaille très proche, les omnipraticiens à Concorde, on travaille très proche les uns des autres. Si on a un problème avec un patient, ces choses-là, on va voir l'autre médecin, on lui demande son opinion, et Claude le fait souvent. Au sans rendez-vous, on est un gros sans rendez-vous ici, on voit au-delà de 100 000 personnes par année au sans rendez-vous. Donc, automatiquement, ce qui arrive, c'est que on va chercher l'opinion d'un autre. Claude, il aime bien ça. Il aime bien ça, puis on va chercher son opinion aussi. Alors, c'est un excellent médecin. En 1979, la deuxième fille de Claude et Francine, Maude, vient au monde, suivie en 1981 de leur fils Daniel. Claude met lui-même au monde ses deux derniers enfants. Au début des années 80, le climat économique et social est morose au Québec. Et le monde médical n'y échappe pas. Le goût de l'aventure revient au couple Saucier. Ils envisagent d'aller passer quelques années en Arabie Saoudite. Il a vécu cette expérience-là d'aller travailler en région au début de sa pratique, mais il y a eu d'autres projets dans sa vie aussi qui nous démontrent que c'est un homme qui a du goût. Il était prêt au défi parce qu'à un moment donné, on était supposé aller vivre en Arabie Saoudite. Toutes les démarches étaient faites, on était vaccinés. Il avait transféré toute sa clientèle. La maison était à vendre. Les autos étaient vendues, la maison était à vendre. Puis il y a eu un pépin de dernière minute. Là, on était petits, on n'a pas eu tous les détails, mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un problème politique qui a fait que ça devenait plus précaire. Puis le projet a tombé à l'eau. Ouais. Mon père, il le suit, il partait aux États-Unis faire ses examens à ce moment-là. Je pense que c'était la veille, là, en tout cas, mon souvenir est très flou, mais c'était chargé émotivement là, à ce moment-là. Puis il est allé faire ses examens pour avoir son droit de pratique américain. Puis il est revenu, puis finalement, ça n'a pas eu lieu, ce départ. Fait que,
Mais il était prêt à aller vivre cette expérience-là. Là. Ouais. Puis d'amener toute la petite famille. Là, on aurait vécu en Arabie Saoudite quelques années. Ça n'a pas eu lieu, mais bon. Mais on est resté quand même avec ce plaisir-là de voyager, de découvrir des choses. T'sais, ça, c'était une expérience de travail, mais à d'autres moments, il nous avait aussi amené à voyager beaucoup dans les choses que moi, je retenais de mon père, c'est de découvrir les cultures, découvrir les restos, découvrir les vins. C'est un incontournable, là. On le fait encore. Fait que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Quand le projet d'aller en Arabie Saoudite tombe à l'eau, Claude retourne à la clinique médicale Concorde où il remplace un collègue en congé prolongé. Puisqu'il peut exercer aux États-Unis, il songe alors à aller au Texas. Après 3 allers-retours là-bas, notamment pour obtenir la licence du Texas, il se rend compte qu'il n'a pas la fibre texane. Le couple décide donc de ne plus partir. Dès lors, leur engagement sera encore plus grand dans leur milieu de vie, à Laval. Claude s'intéresse à l'administration des affaires médicales depuis son expérience à Matagami. À Concorde, il s'investit dans Mélabo, l'entreprise de gestion de personnel de soutien et des horaires des 19 médecins à Concorde et à la Cité de la Santé. Il sera président de Mélabo de 1984 à 1988. À la Cité de la Santé, il est actif depuis près de 40 ans au CMDP, ainsi qu'au département de médecine familiale. Il fait aussi partie de nombreux comités et de groupes de travail au sein de l'établissement. En plus de l'hospitalisation, il y fait de l'obstétrique et de l'urgence. Claude a aussi agi comme chargé d'enseignement clinique pour l'UMF de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et supervisé des résidents à la clinique Concorde et à la Cité de la Santé. Les résidents pouvaient alors vivre la vie d'un médecin de famille et être au fait des réalités des cliniques médicales. Il le fera pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que ce programme en milieu clinique soit aboli en 2000. Cette expérience de formateur l'a amené à devenir examinateur et coordonnateur des examens écrits du Collège des médecins de famille du Canada. En 1995, il est nommé fellow de cette organisation. Quand j'ai fait ma graduation de mon cours de médecine, mon père a demandé aux responsables si, comme médecin, il avait le droit d'être présent, mais plus sur la scène, là, vraiment faire partie du processus de remise de diplôme. Puis ils ont dit oui, tous les médecins ont le droit d'être là, mais en fait, c'était pas très connu. C'était les médecins enseignants. Les médecins enseignants, oui, ils faisaient de l'enseignement, mon père. Il faisait de la supervision de résidents en médecine générale. Puis, fait qu'ils ont dit oui, ça se fait, mais c'était pas quelque chose qui se faisait. Fait qu'en fait, moi, quand j'ai reçu mon diplôme, mon père était sur la scène, puis c'est lui qui m'a remis mon diplôme en main propre avec, le recteur, puis les personnes importantes aussi, là, mais... Puis après ça, fait fascinant, à ta graduation, il y avait plein de parents, de pères, de mères, médecins, enseignants qui remettaient des diplômes à leurs enfants, mais moi, à mon année, c'était la première année, puis c'était la première fois qu'il y avait cette initiative-là qui avait été prise d'un parent. Puis moi, en fait, je le savais pas, fait que ça m'a énormément déstabilisée. J'ai été super émotive sur la scène quand j'ai reçu mon diplôme avec Camille, que j'avais dans mes bras. Là. Ça avait été... Camille, elle voyait son grand-père. C'était quand même fascinant. Là. Fait que c'était une symbolique quand même belle là, que mon père a initiée. Moi, j'avoue qu'à ma remise de diplôme, j'ai fait brailler tout le monde parce que normalement, il te tend ton diplôme, tu serres la main, tu prends la photo, puis tu sors. Mais moi, serrer la main à mon père, ça se fait pas. Bien, c'est pas coutume chez nous. Nous, on se prend dans les bras. Fait que je me suis tournée, dos à tout le monde, tant pis. Gros câlin, on a pleuré ensemble. On a pris une photo, les yeux pleins d'eau. Puis là, tout le monde a été très ému de la chose. Puis je n'aurais pas pu faire autrement. Moi, serrer la main à mon père, c'est pas ça que je fais avec mon père. On s'aime trop. Daniel, le plus jeune des 3 enfants, a choisi de devenir enseignant. Professeur de français au secondaire au Collège Laval, il est dans son élément en éducation et excelle dans un domaine qui, comme celui de la santé, qu'ont choisi les autres membres de sa famille, en est un de dévouement et de service. En 1987, avec ses collègues de Concorde, Claude Saucier met sur pied une compagnie privée qui propose des examens d'imagerie médicale qui ne sont pas offerts à l'hôpital. Il est président fondateur de Tomo Concorde, qui sera la première à offrir la tomodensitométrie en clinique privée au Canada. Toujours en 1987, il met sur pied avec d'autres collègues le Centre d'évaluation et de réadaptation physique.
un modèle innovateur qui proposait d'entourer le patient de différents professionnels de la santé. Physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététistes, psychologues, éducateurs physiques facilitent le retour au travail des accidentés. Jusqu'en 1993, il s'y occupera de l'aspect musculo-squelettique. Pendant 5 ans, de 1991 à 1996, Claude participe à un projet de recherche sur un médicament visant à combattre les maladies liées au diabète pour une compagnie pharmaceutique. Le médicament n'a pas été commercialisé, mais Claude a été enchanté de vivre une expérience de chercheur. En 1989, Claude arrive à l'exécutif de l'Association des médecins omnipraticiens de Laval, dont le président d'alors est André Jacques, à qui il succédera en 1992 comme président intérimaire. L'année suivante, en 1993, il sera élu président de la MOL. Il le restera jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions syndicales fin 2012. C'est pas le gars qui va créer la merde, comme on dit. Hein? Il va dire sa position, il va être capable de s'affirmer. Et ce qui est le fun de Claude, c'est que la plupart du monde se rallie à Claude. Il y a cette façon d'être qui fait qu'il exprime un certain ralliement. Il était pareil à la MOL. Il était pareil à la MOL. Il y avait un ralliement des omnipraticiens de Laval autour de lui. 1993, année où il devient président de la MOL, coïncide avec la création des régies régionales de la santé et des commissions médicales régionales, ou CMR. À Laval, Claude Saucier sera le premier président de la CMR. Il en fera partie pendant 6 ans, dont 4 comme président. Ces postes clés qu'il occupe le font connaître des intervenants de sa région et de ses collègues médecins. Il devient ainsi un agent de liaison entre les instances régionales du ministère de la Santé et les médecins du territoire. Soucieux du sort des cliniques médicales qui sont souvent laissées pour compte par le gouvernement, il contribue à créer le regroupement des cliniques médicales privées de Laval, un réseau formé pour donner une voix aux médecins qui gèrent une clinique et travaillent en groupe. Il est, là aussi, un précurseur, puisque l'Association des cliniques médicales du Québec verra le jour en 2013 pour les mêmes raisons. En 2000, il sera le premier chef du DRMG de Laval et en fera la mise sur pied. Sous ce chapeau, il sera membre des comités sur les urgences, les projets réseau de Laval et les cliniques réseau de Laval. Il est devenu notre président de l'association. Un président qui était très à son affaire, très systématique dans ses dossiers. Il a fait la job pendant plus de 20 ans, début des années 90 probablement. Claude organisait les réunions de l'association régulièrement. Et c'était un président qui, pour nous, c'était notre président à vie. Il n'y avait aucune contestation de son leadership. Il le faisait très bien. Ensuite, quand les DRMG ont été créés, Claude a été notre premier chef de DRMG. J'étais le premier à lui dire, je trouve ça un peu bizarre d'être le chef du syndicat puis le chef du DRMG en même temps. C'est spécial. Alors, mais il fallait bien avoir quelqu'un d'expérience pour commencer le processus, et il l'a très bien fait. Alors, on a été du premier DRMG ensemble. Et là, j'ai vu que quand Claude se battait dans un dossier, il était peut-être fin, mais il ne se laissait pas piler sur les pieds. Il est également investi dans l'Association des médecins de langue française, aujourd'hui Médecins francophones du Canada, entre 1975 et 2008, et à la Chambre de commerce de Laval de 1989 à 1993. À partir du moment où il devient président de la MOL, les activités paramédicales du Dr Saucier se concentreront sur ses nombreux mandats syndicaux à la MOL et à la FMOQ. Claude représentait l'association de Laval qui avait quand même une caractéristique. Il nous disait toujours, vous savez, l'association chez nous, c'est une île, un hôpital, une association. Donc, il y avait toujours cette caractéristique-là qui donnait à l'association qu'il y avait chez eux, et Claude avait une influence énorme, je veux dire, sur l'association chez eux. D'abord, il avait toujours joué un rôle de modèle face à ses confrères, parce qu'il y a toujours eu une charge de travail énorme, je veux dire, autant à l'hôpital qu'à la clinique. Il a contribué à la mise sur pied de la clinique médicale Concorde, qui était un peu comme
la clinique étalon pour beaucoup au Québec, ce modèle d'organisation-là, très bien organisé, très bien structuré, avec une large offre de services. Donc, Claude prêchait par l'exemple auprès de ses confrères. En 1995, avec l'arrivée à la présidence du Dr Duthil à la FMOQ, Claude est élu membre du bureau. Ses expériences en médecine du travail, notamment avec la Corporation professionnelle des médecins du Québec et l'Association de médecine du travail du Québec, en font un candidat idéal pour représenter la FMOQ au comité conjoint FMOQ-CSST. Il sera également membre des comités qui touchent aux services non assurés, aux frais de pratique, aux assurances et à la responsabilité professionnelle, au financement des cliniques médicales, à l'organisation des cliniques privées et aux services aux membres. Il sera secrétaire général de la FMOQ de 2001 à 2007, puis deuxième vice-président jusqu'à la fin de 2012. Claude avait été ce leader tranquille, c'est-à-dire que c'était pas nécessairement celui qui intervenait le plus à la table du bureau, particulièrement lorsqu'il occupait le poste de deuxième vice-président. Il prenait bien soin d'écouter, mais quand il intervenait, ça avait naturellement beaucoup de poids, parce qu'il savait se faire respecter des gens qui siégeaient avec lui. Naturellement, quand il occupait le poste de deuxième vice-président, il est élu deuxième vice-président au moment où moi je suis élu président, et Dr Asselin est premier vice-président. On est une nouvelle équipe. On arrive avec des dossiers qui sont vraiment nouveaux, notamment toute cette question de l'écart de rémunération ici au Québec, en sachant que ça risquait de faire des vagues et ça l'amènerait certaines difficultés avec nos confrères spécialistes et leurs présidents du temps. On a eu beaucoup de discussions très, très proches, là, parce que il a fallu travailler beaucoup pour amener ce dossier-là et Claude, de par son expérience, a contribué beaucoup à ça. Claude se révèle un syndicaliste déterminé qui défend ses idées avec conviction, sans perdre son sang-froid. Il n'hésite pas à prendre part aux actions de contestation quand il le faut. En 1998, pendant la journée d'études, et en 2002 à la marche des blouses blanches contre la loi 114 qui visait la prestation continue des services médicaux d'urgence, il manifeste avec ses collègues. En 2000, le gouvernement fédéral souhaite subventionner un projet d'informatisation de dossiers médicaux et doit choisir une région pilote. Claude prépare la candidature de Laval pour la mise en place du système d'informatisation du réseau intégré de Laval, ou CIRIL, le premier projet sur l'informatisation en cabinet privé au Québec. Claude devient le directeur médical du projet qui se déroulera entre 2001 et 2009. Le projet pilote CIRIL est lancé le 16 novembre 2002. À son apogée, CIRIL regroupera une douzaine de cliniques dont les dossiers médicaux seront liés à la Cité de la Santé. En 2004, l'équipe de CIRIL reçoit des prix pour les avancées que le projet a permis de réaliser, dont le prix d'excellence de l'Association des hôpitaux du Québec. Pour sa part, le Dr Saucier reçoit en 2005 le prix de l'innovation et du leadership de l'Association médicale du Québec. Il est fréquemment consulté par les gens du ministère de la Santé au sujet de CIRIL. Le projet pilote prend fin en 2009, quand le DSQ fait son entrée. De 2001 à 2011, le Dr Saucier sera l'expert de la FMOQ sur tous les comités qui touchent les différents projets d'informatisation du ministère de la Santé du Québec, la carte à puce, la SOGIC, la carte Accès Santé Québec et bien sûr le DSQ. On a travaillé ensemble au projet CIRIL et au projet carte à puce. Alors CIRIL, c'était le système d'information du réseau intégré de Laval. Donc, un des premiers systèmes informatiques. Je dirais que c'est l'ancêtre du DSQ actuel. Ça a été comme une des premières expériences qui s'est faite au Québec de partage de données, de transfert de données entre les cliniques. On avait conçu un modèle qui était, ma foi, excellent, approuvé par la CAI. Malheureusement, le modèle n'a pas été complètement retenu par le DSQ, qui a remis les données en silo, alors que nous, on avait créé un modèle où les données étaient bien protégées, mais beaucoup plus conviviales à partager. Tranquillement, on voit le DSQ aller vers le modèle qu'on avait créé à Laval à l'origine. Je pense que Claude avait une belle vision de ce que devaient être les modèles informatiques. Avec CIRIL, Claude a fait de Laval une région avant-gardiste. Ce fut le cas aussi d'une autre initiative,
une marche sportive où les médecins invitaient leurs patients à marcher avec eux. Convaincu des bienfaits de l'activité physique qu'il pratique régulièrement, Claude a organisé avec la Mole la marche Moi je bouge avec mon doc au Centre de la nature de Laval, qui a attiré des centaines de Lavallois en 2006, 2007 et 2008, quelques années avant que le grand défi Pierre Lavoie se donne pour mission de faire bouger le Québec. En 2008, toujours à l'affût d'expériences nouvelles, Claude décide d'exercer pour les services correctionnels du Canada, où il fait partie d'une équipe de 7 médecins de Laval. Il exerce au centre de formation et à l'établissement de la Montée-Saint-François, qui regroupe à eux deux quelques 800 détenus. Il s'occupe également de l'hospitalisation de ses patients à la Cité de la Santé, dans une aile sous surveillance. À tour de rôle, les médecins de l'équipe se rendent au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier 2 jours par mois, 4 fois par année pour assurer une couverture. Claude travaille maintenant dans une équipe de carcérologues. Qu'est-ce que des carcérologues? C'est un néologisme que je dois à mon ami Robert Paré. Les carcérologues sont des médecins spécialisés en médecine carcérale. Et oui, à un moment donné, on avait besoin d'une recrue dans l'équipe et on me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Claude? Je dis, c'est parce que Claude, il est fin, il est beau, il sent bon. Mais est-ce que dans un pénitencier, il va être capable de tenir tête à des détenus qui ne sont pas toujours gentils? Ça a pris 1 an pour que j'aie la confirmation officielle que Claude était un vrai. Il avait eu sa plainte au syndic du collège parce qu'il est peut-être beau, il est peut-être fin, il sent peut-être bon, mais il ne s'en laisse pas passer. Ni comme médecin, ni comme chef du DRMG, ni comme partenaire dans Cyril, ni comme président de l'association. Alors Claude, c'était un vrai sur toute la ligne, mais avec un charme fou. Le docteur Saucier a quitté ses fonctions syndicales à la Mole et à la FMOQ en fin d'année 2012, après 20 ans à la présidence de l'Association de Laval et 18 au bureau de la FMOQ, mais il siège toujours et depuis 2008 au conseil d'administration de la Société de services financiers Fonds FMOQ. Il est encore un médecin actif. À la Cité de la Santé, il fait de l'hospitalisation et de l'observation de patients. À Concorde, il continue de s'occuper de ses quelques 1300 patients pris en charge, en plus de ceux du service correctionnel. Il va de soi que dès le début de sa carrière, Claude Saucier n'aurait pas pu s'engager dans autant d'expériences professionnelles, que ce soit dans sa carrière de médecin ou dans ses fonctions de gestionnaire, d'entrepreneur et de syndicaliste, s'il n'avait pas eu à ses côtés la conjointe idéale, Francine, pour s'occuper de la famille. La vie de famille avait sa place au quotidien dans la vie de Claude Saucier et le souper de famille à 18h, c'était sacré. Il se réservait du temps pour ses 3 enfants et maintenant il en trouve aussi pour ses 6 petits-enfants et n'hésite pas à aller à Alma le plus souvent possible. Dans sa carrière, même avec tout ce qu'il a fait en dehors de la pratique médicale, le docteur Claude Saucier est avant tout un médecin de famille. Voici ce que nos collaborateurs en ont dit. Il a toujours été un homme extrêmement prêt, là, tu sais, même les secrétaires, là, oui. il il était pas nu, il fait des massages. Il venait dans nos chambres aussi quand on étudiait. Ah oui, le matin, il nous apportait. Mais oui, mais le contact physique, pour mon papa, c'est très important. C'est chaleureux. Toucher les gens, toucher le bout du pied d'un patient qui est au lit, tu sais, le contact. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup aussi. On est toutes. On est... oui, mais c'est vrai. Puis c'est vrai, j'avais oublié ça. À Concorde, il était avec les secrétaires. Nous autres, on était ses filles, mais même avec les autres secrétaires, il faisait ça aussi. Ouais. Moi, j'ai continué à le faire. Moi, je me suis inspirée. Même au travail, je peux dire que c'est un homme qui est extrêmement dévoué. Il a une énorme pratique. Il est travaillant. Il a 66 ans, puis je travaille même pas autant que lui, là. Je suis pas capable de le suivre, là. Et les réunions, les comités, la politique, name it, là, il est de garde. Il vient me chercher à l'aéroport à presque 1h du matin pour me ramener à 6h. Pour me donner la chance de dormir à la maison. Puis lui aussi, il est de garde, puis il fait des petites nuits de même pour me rendre service, pour me permettre de me reposer aussi, là. Non, c'est un homme extrêmement dévoué, là. On a eu souvent à faire différentes campagnes de publicité, puis à montrer c'est quoi l'image du médecin de famille. Et c'est sûr que le nom qui nous venait toujours en tête quand c'était de montrer ou de faire interviewer un médecin qui avait, selon nous, l'approche là, vraiment du médecin de famille, proche de ses patients, qui fait un peu tout,
ben on pensait toujours à Claude. Et d'ailleurs, au cours des dernières années, encore tout récemment, il était très généreux de nous offrir son temps pour participer justement à des campagnes de publicité. On voulait faire mousser l'image du médecin de famille. Et des fois, il me disait, je me souviendrai à un moment donné, dans un des clips qu'il avait fait, et où il disait, je pensais jamais que je ferais ça pendant 40 ans, puis j'aurais encore autant de plaisir à le faire. C'est quelqu'un qui est proche de ses patients, qui naturellement, je veux dire, une clientèle énorme, qui a vécu, je veux dire, qui a vieilli aussi avec lui. Il connaît, aujourd'hui, c'est les enfants des enfants de ses premières patientes, je veux dire, qui suit. Donc, il a toujours gardé cet aspect-là. Puis lorsque tu le regardes travailler, tu as vraiment cette image du médecin là, remplie de compassion, près de ses patients. Là. Le vrai Dr. Wilby, en fait, là, celui là, qu'on a imaginé pendant des années, ben, il a toujours bien montré cette image-là. C'est un omnipraticien qui s'adapte à la nouvelle réalité. Et ça, c'est Claude plus que peut-être que certains autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas assis sur son savoir. Il est assis sur le savoir de ses patients. Et il a appris, à mon sens, il a appris à être un bon médecin avec ses patients. Et c'est eux qui l'ont éduqué d'une certaine façon et qui lui ont permis d'évoluer. C'est un gars qui fait du sans rendez-vous, qui fait presque toutes les sphères de la médecine. Il est capable de s'intégrer aux besoins de sa clientèle, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, les personnes avec des troubles cognitifs. Il est capable de bien les gérer. Deuxièmement, ce que j'aime de Claude, c'est qu'il ne fait pas des choses gratuitement. C'est-à-dire que tout est un effort pour la médecine, tu sais, et il ne prescrit pas inutilement. Ça, c'est un aspect de Claude qu'il faut considérer. Un collaborateur efficace, engagé, attentif aux autres, il ne se gêne pas pour demander l'opinion de ses collègues. C'est un bon gestionnaire, alors on est naturellement attiré vers lui pour lui demander des conseils. Pour avoir été un modèle de médecin de famille, apprécié autant de ses patients, de ses collègues que du personnel de soins avec qui il a travaillé, pour son esprit d'entrepreneuriat, ses idées avant-gardistes et son engagement comme gestionnaire dans le but de mieux servir la population et de faciliter la tâche des médecins, pour s'être investi avec passion et conviction dans l'administration et l'organisation du réseau de la santé, notamment pour les cliniques médicales, aussi bien dans sa clinique, dans sa région que dans la province, pour avoir été un président d'association rassembleur à l'écoute de ses membres. La FMOQ est heureuse de rendre hommage à un médecin de famille et syndicaliste accompli, le Dr Claude Saucier, en lui attribuant le statut de membre émérite.